De retour dans l'Africa News, où nos éditorialistes Daouda Tal et Samuel Gabok sont toujours avec nous, ainsi que Monsieur Moundé, notre invité et journaliste. Et au Burkina Faso, la session ordinaire du Conseil économique et social burkinabé s'est achevée ce 20 juillet à Ouagadougou, la capitale. Les principaux acteurs qui ont pris part à ce grand rendez-vous ont proposé au gouvernement de lever le monopole de la Sonabel, la Société nationale d'électricité, afin de favoriser enfin l'indépendance énergétique. On fait le point avec ce sujet de Déo Gracias Kpodo. Au Burkina Faso, depuis de nombreuses années, la production et la fourniture du courant électrique est assurée par la Sonabel, Société nationale d'électricité du Burkina Faso. Mais aujourd'hui, des voix s'élèvent pour réclamer la fin du monopole de cette société dans le secteur. Au cours d'une rencontre qui s'est achevée le 20 juillet 2015 à Ouagadougou, les membres du Conseil économique et social du pays ont réclamé de la part de l'État un certain nombre de mesures. Pour eux, la Sonabel doit rééquilibrer ses comptes à court terme dans des conditions de bonne gouvernance en permettant au secteur de l'énergie de jouer pleinement son rôle de levier de développement. Tant que la question de la tarification déséquilibrée n'est pas traitée, tant que nous n'avons pas un schéma d'investissement public qui dédie régulièrement des ressources importantes au financement de l'énergie, on n'est pas sorti de l'ornière puisqu'il y a une croissance continue et que cette demande d'énergie est multipliée par 2 chaque 6 ans. Maintenant, sur les renouvelables, c'est la même chose. Quand vous faites l'option de faire des énergies renouvelables, vous ne pouvez pas la tenir, cette option, si vous n'indiquez pas comment vous allez la financer. Et en dehors de la question du monopole de la Sonabel, il a également été envisagé l'utilisation des énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire. Selon les statistiques, l'alimentation en énergie électrique du Burkina Faso est assurée par des centrales électriques de l'ordre de 46%, hydrauliques 8% et les importations d'énergie de la Côte d'Ivoire et du Ghana de l'ordre de 46%. L'énergie solaire comme source d'approvisionnement devrait bénéficier davantage de financement pour être plus accessible aux ménages burkinabés. Il faut vraiment construire une mamelle solaire dans notre mix énergétique. Une centrale solaire d'1 mégawatt, ça fait 1 milliard de francs CFA. Or, nous avons aujourd'hui un gap de plus de 80 mégawatts. Donc, si vous voulez que le solaire puisse couvrir ce gap, ne serait-ce qu'à moitié, il vous faut trouver des financements de quelques dizaines de milliards de francs CFA pour cela. Pour faire en sorte que chaque foyer qui a un congélateur, un climatiseur et tout, puisse avoir une petite plaque solaire ou des plaques plus importantes pour prendre en charge une partie de sa consommation domestique. En matière de projet, il faut reconnaître que des efforts ont été consentis par l'État burkinabé pour accroître sa production en énergie solaire. Illustration la plus récente, la construction d'une centrale solaire à Zaktouli d'une puissance de 33 MW, considérée comme l'une des plus grandes centrales solaires photovoltaïques d'Afrique subsaharienne. Cette dernière, d'un coût de 46 milliards de francs CFA, devrait permettre d'accroître le parc de production énergétique du pays. Le Burkina Faso veut ainsi rompre avec les délestages devenus quasi quotidiens sur son territoire. Daouda, le défi énergétique, c'est une des priorités du continent africain? Complètement, Amira, vous avez raison, c'est la grande priorité même, je dirais, parce que point de développement sans énergie suffisante est peu cher. Parce que la compétitivité, qui dépend des facteurs de production, effectivement, l'énergie, quand on prend une industrie, par exemple, l'énergie représente l'un des coûts de production le plus important. Et de toute façon, si on n'a pas accès à l'énergie, on ne fait rien, on ne produit pas. Donc, je pense que c'est très important. Alors, sans parler de tout ce qui est question sociale, accès à l'énergie pour les populations, un certain nombre de choses comme ça. Donc, je pense que le Burkina Faso fait bien. En tout cas, si ce qui est réclamé est fait, ce sera une bonne chose, à mon avis, puisque je pense qu'il faut libéraliser le secteur pour permettre à d'autres d'arriver. On peut garder le monopole de la distribution pour des raisons de sécurité, mais libéraliser la production. Donc ça me semble important et je pense que beaucoup de pays africains devraient passer par là pour améliorer l'approvisionnement en énergie. Et puis le mix énergétique, on n'a pas le temps de développer, mais le solaire, etc., c'est aussi les énergies renouvelables sont à favoriser également. Monsieur Moundé, la fin du monopole de la Sonabel, ça permettrait de régler beaucoup de problèmes, dont ces délestages récurrents au Burkina Faso?
Oui, si c'était le cas aussi dans d'autres pays africains, parce que le Burkina prend le train en marche, puisque c'est vraiment un tout petit peu après un certain nombre de pays qui ont libéralisé le secteur, qui justement dans ces industries des réseaux, comme on les appelle, ont des agences de régulation, et justement ce dédoublement entre l'électrification rurale, justement avec des agences publiques, et puis la production, le transport et la distribution d'électricité de façon générale, avec des entreprises qui ont vocation à être concurrentielles. Mais ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, sur le continent, on n'arrive pas encore à avoir des concurrents des grandes entreprises publiques pour différentes raisons, qu'elles soient justement des raisons justement de barrières à l'entrée pour investir, parce qu'il faut beaucoup d'investissements pour effectivement réduire le déficit énergétique dans un certain nombre de pays. Dans le cas d'espèce le Burkina, qui a un cas problématique, vous avez des pays comme le Zaïre, l'ex-Zaïre, la RDC, le Cameroun, qui ont un potentiel énorme, ce qui n'est pas le cas du Burkina Faso. Ils ont un peu de soleil, donc ils veulent effectivement, avec la centrale photovoltaïque, exploiter le soleil. Mais il y a une question de moyens qu'il faut mettre en place, une question de régulation, donc de cadre juridique et réglementaire à mettre en place. Et puis troisièmement, on l'a évoqué, on ne cessera de le dire, justement les questions de gouvernance pour le montage des projets qui, s'ils ne viennent pas de la Banque mondiale et sont contestés à l'intérieur, viennent parfois effectivement de gouvernements qui n'ont pas toujours la capacité technique d'avoir des projets bien ficelés. Samuel, cette libéralisation du secteur énergétique, c'est ce qui va favoriser justement l'indépendance énergétique du continent ? Peut-être pas tout de suite l'indépendance énergétique, mais au moins ça va favoriser la concurrence qui sera bénéfique aux populations, aux consommateurs. Et je pense que la libéralisation de ce secteur est un impératif majeur, parce qu'on ne peut pas avoir le monopole de toute la chaîne de production énergétique, de la production à la commercialisation, en passant par le transport, la distribution, comme Abdelaziz le soulignait il y a un instant. Donc je pense qu'il faut absolument et impérativement libéraliser ce secteur et de donner peut-être des parts de marché et de responsabilité commerciale à certaines entreprises qui ont peut-être une expertise toute particulière, soit dans la production, soit dans le transport, soit dans la commercialisation ou dans la distribution. Donc il est important de valoriser ces acquis pour que les territoires qui sont encore inaccessibles à l'énergie puissent aussi avoir cette manne qui est importante au développement, non seulement des pays tout entiers, mais aussi à la décentralisation, parce qu'on ne peut pas faire une décentralisation sans transfert de compétences et sans transfert d'énergie dans les localités qui en ont le plus besoin. Considérée comme l'une des villes les plus chères du continent, Abuja, la capitale fédérale du Nigeria, poursuit malgré tout sa croissance. Seul problème, beaucoup de Nigérians n'arrivent plus à supporter la cherté de la vie. La situation est aussi difficile pour les PME, les petites et moyennes entreprises qui essaient tant bien que mal de s'adapter aux prix exorbitants pratiqués dans la ville. Seule solution pour certains, le commerce ambulant, au risque de flirter avec l'illégalité. Deo Gracias Kpodo. Abuja, au centre du Nigeria, est depuis 1991 la capitale de la première puissance économique du continent. L'objectif des autorités était de créer une ville plus accessible à tous, pour le moins différente de Lagos, mais aujourd'hui, la réalité est tout autre. Malgré une remarquable croissance, Abuja est considérée comme la 5e ville la plus chère du continent. L'immobilier est quasiment inaccessible et il est plus difficile pour les petites et moyennes entreprises de s'installer ou de prospérer. L'alternative pour bon nombre consiste à mettre en place des commerces mobiles via leurs véhicules. Cette tendance est née il y a presque 10 ans et devient de plus en plus populaire. Cela permettrait d'éviter les coûts de location des boutiques quasiment hors de prix. Nous préférons vendre nos produits de la sorte parce qu'on n'a pas les moyens nécessaires pour louer un magasin. C'est la principale raison pour laquelle nous avons décidé de rester ici et de faire notre commerce, même si c'est pour une courte durée. Le business permet dans une certaine mesure à ses pratiquants de s'en sortir. Mais seulement, conformément à une loi en date de 1997, toute forme de commerce dans un cadre non autorisé est interdite. La peine encourue est une amende maximale de $25. Pas trop cher lorsque la location d'une boutique est davantage plus onéreuse et surtout quand la pratique ne déplaît pas aux clients. Ils sont plus proches de l'endroit où je travaille et il est difficile pour nous autres d'aller faire nos courses dans les grands magasins, sauf peut-être quelques rares
week-end. Et en plus, c'est clair qu'il se crée un lien entre ces personnes et nous à force de les fréquenter. Toutefois, dans leur programme, les autorités nigérianes ont prévu accompagner les petits commerçants de la ville. Au marché principal d'Abuja, plusieurs stands sont mis à la disposition des commerçants. Là, les loyers avoisinent les $7 000 par an, la moitié des prix des boutiques aménagées dans les grands immeubles. Ils doivent trouver un endroit qui est autorisé par la loi pour exercer leurs activités. Nous avons des marchés bien gérés et sécurisés. Dans le marché de Ouyuz, par exemple, les commerçants apprécient la progression de leurs affaires et c'est aussi un avantage pour ceux qui y viennent acheter. Nous avons un système de sécurité dès l'entrée, un détecteur de bombes. Bref, ici la sécurité est garantie. La traque aux contrevenants de la loi se poursuit dans les rues d'Abuja. Chaque jour, les autorités estiment qu'en moyenne 80 revendeurs ambulants sont interpellés. Toutefois, comme le réclament certains, encore faudrait-il un texte qui réglementerait le secteur de l'immobilier dans le but de soutenir les petites entreprises. Samuel, des commerces ambulants qui se multiplient, des populations qui ont du mal à payer leur loyer, c'est ce qu'on appelle une croissance à deux vitesses. Absolument, c'est le reflet de ce qu'on a reproché ou ce qu'on reproche parfois à la Chine, de constater ce développement à deux vitesses. Dans le cas du Nigeria et d'Abuja en particulier, on voit une modernisation des infrastructures de base, la construction des routes, des édifices importants. Mais de l'autre côté, on voit une explosion non seulement de cette promiscuité des commerçants, mais de l'activité économique informelle. Il faut relever que le Nigeria est quand même l'un des pays en Afrique qui connaît un taux important une part importante de son économie qui est rattachée à l'économie informelle. Donc c'est là le reflet d'un pays qui est en train de se développer. Ce n'est pas toujours négatif. Il faut voir d'où part le pays et les efforts fournis. C'est vrai qu'il y a des mesures qui sont prises depuis plus de 5 ans maintenant pour formaliser le secteur informel de l'économie. Tout cela prendra peut-être un peu plus de temps, mais je pense que si la croissance reste soutenue, je pense qu'il y a des virages économiques qui seront parfaitement intéressants pour régler ces problèmes. Monsieur Moundé, dans sa course à l'émergence, le Nigeria a oublié beaucoup de monde sur sa route. Oui, beaucoup de monde, mais c'est effectivement ça. Parce que la question de l'émergence sur le continent est très souvent vue d'un point de vue du taux de croissance. Le taux de croissance qui augmente, qui a 2 chiffres, justement, c'est devenu un fétiche. Et non la question de l'inclusion, donc la croissance inclusive, et justement de cette réduction des inégalités qui crée des bombes, mais vraiment des bombes à retardement dans les grandes capitales africaines. Permettez-moi de dire que justement, au même titre, on en parlait un tout petit peu, Kinshasa, Luanda, ces villes africaines où la vie est plus chère qu'à Zurich, que la vie est plus chère qu'à New York et à Paris, ça tombe sous le sens complètement. L'inflation justement des loyers à Abuja, c'est irrationnel, totalement irrationnel. Donc ça veut dire qu'il y a 2 biais. Il y a un encadrement justement, je ne vais pas parler d'encadrement des loyers, mais encadrement de ce secteur-là pour réguler un tout petit peu les prix, si on veut effectivement qu'il n'y ait pas de personnes sur le côté. Et puis deuxièmement, il a évoqué la question de l'informalisation de l'économie. Le Nigeria, dans le cas d'espèces, 400 milliards de dollars de PIB, mais ça vient d'où? Ça vient du pétrole, à 90%, recettes d'exportation, et puis également le PIB. Ça veut dire que les 10% de l'économie, effectivement, que ce soit la petite manufacture, la petite industrie ou le commerce, effectivement, n'est pas maîtrisé pour diversifier les ressources de recettes de l'État, les ressources fiscales. Donc il y a un gisement important là-dedans. Donc il serait intéressant que le gouvernement nigérian, comme les autres gouvernements africains, s'intéresse à ce secteur informel parce qu'il ne s'agit pas simplement d'aménagement du territoire ou de régulation urbaine, mais vraiment d'impact décisif pour l'économie, d'impact décisif pour la redistribution et également pour la qualité de vie. Parce que cette classe moyenne qui est en train de grandir en Afrique, elle est en parallèle avec une pauvreté grandissante et croissante, dont on ne parle plus parce qu'effectivement, maintenant, on parle de cette Afrique qui s'envole, de ces économies de rente qui sont en transition vers la diversification ou de celles qui sont diversifiées, qui sont comme l'île Maurice, l'Afrique du Sud, peut-être le Botswana bientôt, émergentes déjà. Donc il y a 2 choses, la croissance inclusive, la gouvernance et puis également l'encadrement et la régulation justement de ce boom démographique qui investit les villes.
Parce que Daouda, le Nigeria, c'est vraiment le paradoxe du continent. On a là la première puissance économique de l'Afrique. On a un taux d'illettrisme qui est quand même assez important, un taux de pauvreté qui l'est tout autant. On a une partie du Nord qui est complètement abandonnée. On a vraiment un problème de redistribution des richesses au Nigeria. Oui, un problème de redistribution des richesses, Amira. Bon, pour ajouter, je vais juste rajouter par rapport à ce qu'ont dit mes prédécesseurs, fait que la croissance inclusive, pour moi, c'est effectivement la solution. Mais pour une croissance inclusive, il y a deux manières de faire. Soit on redistribue les produits du PIB, soit on inclut les acteurs même, la population, dans la chaîne de valeur. Et le deuxième choix, cette deuxième option me paraît plus judicieuse, puisque les économies de rente, ça va bientôt être fini. Donc tout ce qui est tiré des matières premières, du pétrole, etc., on ne va pas pouvoir redistribuer aux populations parce qu'il y en aura de moins en moins. Donc ce qu'il faut faire, c'est justement inclure l'ensemble de ces acteurs informels dans le circuit formel, effectivement, dans la chaîne de valeur sectorielle, que ce soit au niveau de l'industrie, du commerce, du tourisme ou de l'agriculture. Et ça, il y a différentes stratégies qui sont développées pour y arriver. On n'a pas le temps forcément de développer tout, mais par exemple, des petites unités de production, de transformation, par-ci, par-là, c'est intéressant. Parce que les gens, quand vous ne venez pas chez eux, ils vont vers vous. Donc c'est le problème d'Abuja, justement, quand ils vont aller vendre là où est le pouvoir d'achat. Donc ils sont obligés de circuler et ça pose un problème à Abuja, à Dakar, à Ouagadougou, partout. Monsieur Moundé? Oui, non, juste pour terminer, pour dire que c'est aussi lié à la circulation monétaire qui est abondante. Il y a beaucoup d'argent liquide qui circule dans les grandes villes africaines. Le taux de bancarisation est extrêmement faible, donc, et il y a le taux d'inflation, puisque la circulation monétaire, ça induit également cela. Donc je pense que tout à l'heure, j'ai omis de relever cet aspect qui est très important pour le cas de Luanda, de Kinshasa, avec la dollarisation de l'économie, et puis également d'Abuja. Merci, Monsieur Moundé, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste et consultant en relations internationales. C'est moi. Merci à vous, Samuel. Merci Amira, bonsoir. Merci à vous également, Daouda. Merci Amira et bonsoir à tous nos téléspectateurs et je vous dis à la saison prochaine et restez avec nous. À la saison prochaine, Daouda. C'est donc la fin de cette émission, mais l'Africa Newsroom, c'est pas fini. On se retrouve demain pour la dernière émission de la saison, une semaine toujours consacrée à la révolution médiatique qui s'opère actuellement sur le continent africain. À très vite.